Alors, je vais vous parler aujourd'hui des interrelations qui existent entre l'alimentation, l'environnement et la santé. Et je vais vous faire un petit panorama de la littérature scientifique qui existe sur ce sujet. Donc, moi, en tant qu'épidémiologiste, je travaille sur les systèmes alimentaires durables à partir de données qui sont collectées chez des volontaires dans l'étude Nutrinet Santé que certains d'entre vous connaissent peut-être. Alors, tout d'abord, je vais faire un état des lieux sur ce qu'on sait de la crise environnementale en revenant sur le déplacement des limites planétaires, puisque ça a été défini il y a quelques années et ça consiste en fait à considérer le fait que, au-delà d'une certaine limite, les systèmes physiologiques ne peuvent pas revenir en arrière. Et donc, on parle de limites planétaires pour établir un seuil au-delà duquel l'écosystème ne peut pas se renouveler. Donc, il y en a 9 des limites planétaires et il y en a un certain nombre aujourd'hui qu'on a d'ores et déjà dépassées. En fonction des études scientifiques et des définitions qu'on peut mettre derrière ces limites planétaires, on estime que 6 à 7 limites planétaires sont déjà dépassées. Donc, on peut par exemple prendre la limite planétaire de la biodiversité, donc qui est représentée à gauche et donc qui montre que on a déjà largement dépassé cette limite et que si l'homme continue à avoir les activités qu'il a actuellement, sans revenir en arrière, on dépasse cette limite et donc la biodiversité n'est plus en mesure de se renouveler. Donc, il existe plusieurs limites planétaires qui vont couvrir différents domaines de la santé environnementale au sens ressources naturelles, épuisement des ressources, qui vont porter sur, par exemple, le changement climatique, donc l'érosion de la biodiversité que je viens de vous présenter, mais aussi certaines perturbations de cycles comme celui de l'azote ou du phosphore. On parle aussi souvent de l'utilisation et du cycle de l'eau douce, notamment avec ce qu'on appelle l'eau bleue. Donc l'eau bleue, c'est l'eau qui va servir essentiellement à l'irrigation dans les systèmes agricoles. Et donc, on estime aujourd'hui que l'eau est la limite planétaire qui est celle qui sera bientôt dépassée. Sachant qu'il existe aussi ce qu'on appelle l'eau verte, qui là est l'eau plus souterraine. Alors, quand on parle d'émissions, les émissions de l'être humain vont être très variables en fonction des segments de population. On estime aujourd'hui que les 1% les plus riches de la société, donc au niveau mondial, vont émettre 50% de plus que les plus pauvres, qui sont beaucoup moins nombreux. Donc en fait, nos émissions vont être directement liées à nos modes de vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que la sensibilisation de la population peut aider à atténuer en partie le réchauffement climatique au travers de la réduction des émissions. À côté des émissions de gaz à effet de serre, comme je vous le disais, il y a également une crise qui est liée à l'épuisement des ressources en eau. Et comme je vous le disais, 70% des prélèvements de l'eau douce dans le monde vont être utilisés pour l'agriculture et donc en particulier pour l'irrigation. Alors, ce qu'on peut voir sur cette carte mondiale, c'est que toutes les régions ne vont pas être confrontées au même appauvrissement en eau, avec un certain nombre de régions comme l'Asie centrale, où là, on va utiliser vraiment énormément d'eau, ou les États-Unis, et puis des régions où on va en utiliser moins, soit parce que on n'utilise pas d'irrigation, soit parce que les cultures qui vont être mises en place vont être moins coûteuses en eau. À côté des ressources en eau, évidemment, une des crises environnementales les plus citées, c'est la crise liée à la biodiversité, avec un effondrement de la biodiversité qui est observé et qui s'est très largement accéléré au cours des 2 dernières décennies. Un certain nombre d'espèces sont vraiment menacées d'extinction. Donc ça va concerner essentiellement les poissons, les amphibiens et les insectes.
Donc, ce sont les 3 grands groupes qui vont être directement concernés. Pour les poissons, on en entend souvent parler, hein, c'est lié à l'épuisement des poissons, à la surpêche qui fait que les populations de poissons n'ont pas le temps de se renouveler. C'est un peu comme s'il y avait une limite planétaire pour le poisson, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas le temps aux poissons de se reproduire suffisamment pour que les stocks restent constants. On a également un déclin massif des insectes, donc ça fait l'objet aussi de beaucoup de vulgarisation. Et le problème lié au déclin massif des insectes, c'est que ça va menacer les écosystèmes, en particulier pour tout ce qui concerne la pollinisation et donc finalement, à terme, nos ressources alimentaires également. Emmanuel, je vous Oui. coupe une petite seconde. Il y a juste une demande dans le chat à propos de la visibilité des diapos. Je pense qu'on ne peut pas les rendre plus grandes. Donc, peut-être juste expliquer s'il y a des choses qui sont assez petites. Ah oui, d'accord. Je pense que les gens n'arrivent pas à tout lire. C'est juste pour que vous sachiez D'accord. que… De toute façon, les diapositives, je ne rentre pas dans le détail des textes, etc. C'est essentiellement des explications qui, de toute façon, sont en anglais. Donc, moi, je le dis à l'oral. Et puis, il y a aussi les références des illustrations. Mais je m'en sers surtout comme support pour les illustrations. Dès qu'il y a des chiffres qui sont importants, etc., je vais les dire, hein. D'accord. À côté des enjeux environnementaux, il y a évidemment, quand on parle d'alimentation durable et de système alimentaire durable, la situation sanitaire qui est à prendre en compte. Si on regarde aujourd'hui la mortalité qui est attribuable au risque nutritionnel, on peut voir qu'un certain nombre de facteurs nutritionnels et alimentaires vont être des causes très importantes de mortalité. Donc évidemment, ces causes de mortalité liées aux facteurs nutritionnels vont dépendre des causes de mortalité des pays que l'on considère. C'est-à-dire que dans certains pays, si les gens décèdent pas de maladies qui sont liées à l'alimentation, bah forcément les décès attribuables au risque nutritionnel seront moins importants que dans des pays où on décède beaucoup de maladies chroniques qui vont être liées à l'alimentation. Donc les maladies chroniques liées à l'alimentation, on les connaît bien. Donc à côté de la malnutrition, c'est essentiellement la surconsommation. Et cette surconsommation, elle va être associée à plusieurs causes de décès, donc tout ce qui est maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires évidemment, mais aussi les conséquences du diabète, de l'obésité, des maladies rénales. Et donc ces facteurs attribuables, donc les facteurs nutritionnels qui vont être associés à ces causes de mortalité, alors évidemment, ce sont des maladies qui sont multifactorielles, hein, c'est-à-dire que c'est pas la consommation de tel aliment qui va être responsable d'un décès, ça va être toujours un ensemble de facteurs de risque. Et donc, les facteurs de risque liés à l'alimentation, ils sont très importants dans les pays industrialisés et aussi dans les pays du Sud, avec parfois des pathologies qui peuvent être différentes, mais qui sont toutes liées à l'alimentation. On peut aussi regarder à côté des décès ce qu'on appelle les DALYs. Donc, en fait, les DALYs, ça va être des années de vie en bonne santé, c'est-à-dire qu'on va corriger par rapport à l'âge du décès d'un individu les années qu'il a perdues pendant lesquelles il était entre guillemets en mauvaise santé. Donc si par exemple quelqu'un décède à 75 ans mais que ça fait 70 ans qu'il a une maladie invalidante, eh ben, on va dire que cette personne va contribuer aux dialyses à, à l'échelle de 70 années. Donc, on peut regarder les décès et les dialyses. Les dialyses, c'est intéressant parce que ça permet aussi de voir dans l'écart en fait entre l'âge au décès et l'âge jusqu'auquel on est en bonne santé. Si on a une maladie qui est invalidante mais qui ne conduit pas au décès, ça veut dire qu'on va avoir une vie avec handicap pendant très longtemps. Et donc, c'est des indicateurs différents qui nous permettent de regarder à la fois la morbidité, mais aussi la mortalité en fonction des risques nutritionnels. Ce qu'on peut aussi voir à l'échelle mondiale, c'est qu'il y a une inégalité importante d'accès à une alimentation saine dans le monde. Donc ça, ce sont des cartes qui sont issues de données statistiques mondiales avec un site internet qui illustre énormément
tous ces chiffres avec des cartes et des outils. Donc, je vous invite, si vous en avez besoin, à vous rendre sur ces sites. C'est le site qui s'appelle ourworldindata.org et c'est le site à partir duquel j'ai pris toutes ces cartes. Et donc, on peut voir là pour ce qui est finalement le pourcentage par pays de la population qui ne peut pas avoir un accès à une alimentation saine, qu'il y a des disparités très grandes. C'est-à-dire que dans les pays riches, industrialisés, on va avoir assez peu de gens, même s'il y en a quand même, qui n'ont pas accès à une alimentation saine. Et puis, on a des zones du monde, comme certains pays de l'Amérique centrale, mais aussi l'Inde, l'Indonésie et une grande partie des pays de l'Afrique qui vont être concernés par ce non-accès à l'alimentation saine. Donc, on va avoir des inégalités très fortes. Donc, dans les régions du monde, c'est ce qui est illustré ici, mais on peut aussi en avoir au sein d'un même pays. Donc là, évidemment, on n'a pas pu représenter ça sur cette carte, mais du coup, les problématiques vont varier en fonction des contextes, parce qu'on peut avoir des pays où il y a des très, très grandes disparités pour l'accès à une alimentation saine. Alors, concernant les systèmes alimentaires, je vous ai représenté ce graphique des Nations Unies, qui est un graphique compliqué, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en fait, justement, l'idée, c'était celle-là, c'était de présenter le fait que les systèmes alimentaires sont très complexes. C'est-à-dire qu'on va avoir énormément d'acteurs qui vont aller des systèmes de production jusqu'au consommateur. Et même après le consommateur, puisque si on prend en compte les impacts sociaux, économiques, environnementaux, de santé, on va beaucoup plus loin que le consommateur, puisqu'on pourrait également inclure notamment les systèmes de santé dans les systèmes alimentaires. Donc, sur ces différents maillons de la chaîne, la production, l'environnement, avec tout ce qui va être transformation, etc., on va avoir un ensemble d'acteurs qui vont pouvoir jouer sur ces différents éléments du système alimentaire. Donc, on va avoir des facteurs évidemment biophysiques et environnementaux qui vont être directement liés aux ressources naturelles, aux écosystèmes, mais on va aussi avoir des acteurs qui vont relever de l'innovation, de la technologie, etc., pour la production de l'alimentation saine, et également tous les membres qui vont être partie prenante, comme notamment les associations de consommateurs, les politiques publiques, etc. Évidemment, au niveau du consommateur, on va avoir des leviers importants qui vont être des leviers socioculturels, avec des aspects qui vont être liés à la culture, aux religions, aux rites, et puis aussi à toutes les transitions. Donc ça, c'est vraiment pour illustrer le fait que c'est un système qui est complexe, et donc quand on s'intéresse à ces thématiques, il va falloir réussir à englober tous les systèmes alimentaires. On va avoir des interconnexions, alors que finalement, ce sont des approches plutôt fragmentées. C'est-à-dire qu'on va avoir des liens entre l'agriculture et l'alimentation d'une part, entre l'agriculture et l'environnement, donc ça, c'est relativement trivial, mais on va aussi avoir des liens entre l'alimentation et l'environnement, avec au centre de tout ça la santé. C'est-à-dire que la santé, elle va être à la fois impactée par des aspects liés à l'agriculture, notamment en raison des pollutions, hein, de l'eau, de l'air, du sol, etc. Mais elle va être aussi impactée par les régimes alimentaires que vont choisir les individus. Et donc, en fait, dans la recherche aujourd'hui, on va avoir des approches qui vont être assez fragmentées, avec des communautés de chercheurs qui vont travailler soit en agriculture, soit en environnement, soit en alimentation. Mais en ayant une approche qui est centrée sur la santé, on va essayer de remettre ensemble tous ces différents aspects pour essayer d'avoir vraiment une vision systémique des interconnexions entre ces différents compartiments. Alors maintenant, je vais rentrer davantage dans l'aspect système alimentaire. C'est-à-dire que j'ai décliné tout à l'heure un certain nombre de problématiques de santé d'une part, et de problématiques environnementales, avec notamment des ressources naturelles qui étaient très endommagées. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder la part qui va être liée au système alimentaire. Donc, les systèmes alimentaires, on estime aujourd'hui
qu'ils vont être contributeurs à la hauteur de 1/3 des émissions mondiales totales de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est des chiffres qui datent de 2021, alors que les chiffres précédents, qui dataient de 2018, avaient fourni une évaluation à 1/4. Donc, si on regarde toutes les émissions de gaz à effet de serre, on va en avoir 75% sur ce graphique-là qui vont être liés à d'autres activités que les activités alimentaires et 26% qui vont être liés aux aliments. Et dans ce qui est lié au système alimentaire, on va avoir une déclinaison qui va être liée à toutes les étapes du système alimentaire. Donc, ça va de la production, avec notamment l'utilisation des terres pour l'élevage, pour l'alimentation humaine, pour l'alimentation des animaux. Ça va être aussi les champs, les stocks de poissons, et puis aussi tout ce qui va concerner la transformation des produits bruts en produits transformés alimentaires consommables, et puis les transports, l'emballage, la distribution. Et donc, c'est vraiment l'ensemble de ces émissions qui vont contribuer à la partie du système alimentaire dans l'ensemble des émissions globales. Donc, il y a 2 grands schémas qui sont disponibles, hein. Le schéma qui est basé sur 1/4, donc qui est ici à droite, et puis le schéma qui est basé sur 1/3 que j'ai mis en bas à gauche. Donc, ce qu'il faut voir dans la distribution de ces émissions de gaz à effet de serre associées au système alimentaire, c'est qu'une grande part, en fait, va se produire à l'étape de la production. Et donc, ces émissions-là, elles vont être liées beaucoup à la déforestation, par exemple, alors que typiquement, le transport va jouer un rôle qui est beaucoup plus faible. On voit ici que le transport joue pour 6% dans les émissions de gaz à effet de serre liées au système alimentaire. Donc, ce qu'on connaît actuellement sur les liens entre les systèmes alimentaires et l'environnement, c'est ce que je vous ai mis ici. Donc, à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre mondiales liées au système alimentaire. Le bétail, il représente environ la moitié de ces émissions à lui tout seul. Il faut voir aussi que l'agriculture a beaucoup de conséquences sur les ressources naturelles. 50% des terres habitables sont utilisées pour l'agriculture. 70% des prélèvements d'eau douce sont également utilisés pour l'agriculture. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure avec l'irrigation. On a 78% de l'eutrophisation des océans et de l'eau douce. Donc ça, c'est tout ce qui est pollution qui va être lié à l'agriculture. Et puis, évidemment, l'agriculture et les systèmes alimentaires vont être le facteur principal menaçant d'extinction des pesticides, d'extinction des espèces, avec la perte de biodiversité. Et ça, c'est essentiellement lié à l'utilisation de pesticides qui vont nuire énormément à un certain nombre d'espèces, mais aussi à la transformation du paysage agricole, notamment avec les infrastructures agroécologiques qui ont été complètement supprimées à la suite du remembrement, par exemple, avec beaucoup moins de haies, etc., dans les espaces agricoles qui vont du coup détruire la biodiversité. Concernant le poisson, on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 1/3 des poissons qui sont exploités ou surexploités, et qu'il y a seulement 7% des communautés de poissons qui sont sous-exploitées. Donc ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le fait que dans les situations de surpêche, si on ne change pas ce qui est lié à la pêche aujourd'hui du poisson, on n'en aura plus dans quelques années. Alors, concernant les liens entre l'alimentation et les risques pour la santé. Je vous ai représenté ici, au niveau mondial à gauche, puis ensuite pour chacun des continents, la part qui va être représentée de facteurs alimentaires comme les fruits, les céréales complètes, les légumes, les légumineuses, les fruits à coque par exemple, mais aussi des facteurs délétères, la viande transformée, la viande rouge, les boissons sucrées, qui vont être la part dans les maladies chroniques
qui sont présentes aujourd'hui et responsables des décès dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on sait maintenant, et ça c'est bien documenté dans la littérature, que les régimes actuels dans les pays riches et dans les pays industrialisés sont très riches en graisse, en sel, en sucre et aussi beaucoup en aliments non bruts. C'est-à-dire qu'il y a une grosse part de l'alimentation, qu'on estime à peu près à 20% en France, qui provient d'aliments qui sont très transformés. Et donc, ces régimes alimentaires vont contribuer très largement au développement des maladies chroniques. Donc, si on essaye de regarder plus dans le détail les facteurs alimentaires qui vont être responsables des maladies chroniques, eh ben, on va pouvoir voir ici, donc ce sont les cercles rouges que j'ai représentés, que l'absence de légumineuses dans les régimes alimentaires va avoir une forte contribution, mais également les régimes qui sont très riches en viande transformée et en viande rouge. Donc ça, ce sont les facteurs alimentaires qui vont être les plus liés au développement de maladies chroniques. Donc je l'ai redit, les légumineuses, la viande transformée et la viande rouge. À côté de ces liens entre alimentation et santé, on peut mettre en regard les effets néfastes à long terme sur l'environnement, donc en termes de crise climatique, d'épuisement des ressources naturelles et aussi de pollution de l'eau et des sols, qu'on va avoir des productions alimentaires qui vont induire une très grande augmentation de ces effets délétères sur l'environnement. Donc à chaque fois, pour chacun des indicateurs environnementaux, donc on a les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation des terres, l'utilisation de l'eau, l'acidification et puis l'application de phosphore. Si on regarde pour chacun de ces indicateurs, on a par type d'aliments la contribution aux émissions. Donc, par exemple, on peut voir qu'en 2010, une grande part des émissions de gaz à effet de serre étaient associées aux produits animaux. Et quand on essaye de faire de la prospective pour essayer de planifier ce qui se passera d'ici 2050, on voit bien que les émissions de gaz à effet de serre liées au système alimentaire vont très largement augmenter, avec une part considérable qui sera liée aux produits animaux. Donc, en fonction des différents indicateurs environnementaux, on peut voir à chaque fois que les produits animaux jouent une part importante. Donc après, en fonction des indicateurs, on peut avoir des variations. Mais ce qui est très important de regarder, c'est que la situation va très largement s'aggraver entre 2010 et 2050. C'est-à-dire que si on regarde la ligne de 2050 par rapport à celle de 2010, dans chacun des cas, on a une très grande augmentation avec un facteur de 1,5 à 2 pour l'augmentation de ces effets néfastes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire ces prospectives à 2050, par exemple? Quand on regarde la démographie mondiale et puis l'évolution des sociétés, on va aller dans pas mal de pays vers une augmentation des richesses. À chaque fois qu'il y a une augmentation des richesses dans un territoire, on va avoir une augmentation de la demande pour les produits d'origine animale, mais aussi une demande pour des produits qui sont des produits riches en calories dans les régions en développement. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, une demande en viande, mais aussi et également en calories vides. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à consommer davantage de produits transformés qui, sur le plan nutritionnel, n'apportent pas forcément grand-chose. Mais cette demande, elle évolue avec la richesse des pays. Donc, si on regarde ces différents graphiques, on a en haut à gauche la demande en produits animaux. Donc ça, c'est par région du monde. Ensuite, on a la prévalence d'obésité et de surpoids, puis la demande en engrais azotés. Et donc, si on compare ces trois graphiques, on voit que ce sont des graphiques qui ont à peu près la même forme, c'est-à-dire que entre 1980 et 2010, on a eu une augmentation de la demande en produits animaux, en particulier dans l'est de l'Asie, qu'on voit la courbe du haut là ici, et puis en Océanie en bleu qui vient juste après. Et donc, cette augmentation de la demande en produits animaux a été directement concurrente de l'augmentation de la prévalence de l'obésité et du surpoids. C'est-à-dire que quand on a
un développement vers ces régimes qu'on appelle des régimes western, qui vont être très riches en sel, en gras, en produits animaux, et cetera, on va avoir un développement de l'obésité et du surpoids. Et ça, c'est directement lié à la demande en agrès azoté et donc en industrie. C'est lié à l'industrialisation de la production agricole. Donc, si les pays continuent d'ici 2050 à s'enrichir, on va engendrer davantage de problèmes de santé, davantage de problèmes environnementaux qui vont être liés à la modification des comportements alimentaires liés à l'augmentation des richesses. Un autre levier d'action, quand on raisonne, sur les relations entre alimentation, environnement et santé, c'est la part du gaspillage alimentaire dans nos modes de consommation. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près un tiers des aliments, donc destinés à la consommation humaine, hein, on ne parle pas des aliments destinés aux animaux, on va avoir un tiers des aliments tout au long de la chaîne qui va être perdu. Donc ça peut être perdu au cours de la vente, ça peut être perdu à la maison, ça peut être perdu au cours de la transformation. Et donc ça mène à environ 20 kilos de déchets par an et par personne, si on considère à la fois la restauration à domicile et la restauration collective. Et donc on estime également qu'en plus des déchets, on a 7 kilos par an par personne d'aliments qui sont non consommés. Donc on peut avoir des chiffres de la FAO et de l'ADEME qui vont nous permettre à la fois d'essayer de limiter le gaspillage au niveau individuel. Et puis, on voit aussi sur la gauche, avec ce graphique de la FAO, que l'ampleur finalement du gaspillage alimentaire va être très dépendant du type d'aliments concernés. Donc, typiquement, la viande va être dans les aliments qui sont très gaspillés, le café également. Et puis, tout en bas de l'échelle de gaspillage, de manière peut-être un peu contre-intuitive, on va avoir les fruits, les légumes, les pommes de terre, etc. Alors, un sujet qui est en très grand développement aujourd'hui, c'est le sujet qui consiste à regarder les coûts cachés de notre alimentation. Donc, il y avait une première étude qui était sortie il y a quelques années, qui a été réalisée en Angleterre et qui a montré que pour une livre sterling qui était dépensée à la caisse du magasin alimentaire, en fait, ça génère une livre également de manière cachée. C'est-à-dire que si j'achète un aliment aujourd'hui 1 euro, ça veut dire qu'il y a 1 euro qui vont être nécessaires derrière, liés aux conséquences de la consommation de cet aliment. C'est-à-dire que si on fait finalement le bilan de tout ce qui est lié à l'alimentation, donc ça peut être la dégradation du capital naturel, ça peut être les pertes de biodiversité, ça peut être les coûts de santé associés à la consommation. Si on fait le bilan de tous ces coûts, on arrive à une valeur là de 116 000 livres, 116 000, 116 milliards de livres, qui va être exactement équivalent à ce que les gens, les consommateurs, ont pu acheter. Donc ça veut dire qu'il y a des coûts cachés, c'est-à-dire que quand on achète un produit X euros, et ben en fait, il faut bien voir que ce produit va coûter beaucoup plus que X euros en fonction de s'il a été produit en nuisant à la biodiversité, si c'est un produit qui est pas très bon pour la santé et qu'il va contribuer aux coûts de santé liés à l'alimentation, etc. Et donc ces coûts-là, ils ne sont pas payés par les entreprises agroalimentaires. C'est-à-dire que toute la chaîne agroalimentaire est à l'origine de ces coûts, mais en fait, ces coûts ne sont pas inclus dans le prix de vente au détail des aliments qu'on va acheter. Une autre étude qui est sortie plus récemment, c'est une étude américaine qui a été publiée par la Fondation Rockefeller et qui a essayé de recenser, elle aussi, tous les coûts qui étaient associés à l'alimentation. Donc, parmi les coûts les plus importants, on va avoir les coûts associés aux maladies chroniques, là, à gauche, le 604. Donc, les maladies chroniques qui vont être associées au régime alimentaire. On va avoir les émissions de gaz à effet de serre.
donc à 223. Donc ça, c'est une métrique en fait qui a été calculée pour l'étude, hein, où ils ont essayé de rendre tous les coûts comparables sur une même échelle. Et puis, un autre poste qui est très important, c'est l'utilisation des terres et donc la dégradation de la biodiversité. Donc, en fait, on voit bien que quand on achète un aliment au détail, il y a toute une gamme de coûts cachés qui ne sont pas pris en charge par le coût d'achat d'un aliment. Alors maintenant, après avoir fait le panorama à la fois sur l'environnement, sur la santé et sur, je vais vous parler de la durabilité des régimes alimentaires. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur une définition, de cette durabilité. Donc les régimes alimentaires durables, ce sont des régimes qui vont avoir des faibles conséquences sur l'environnement, qui vont contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et ces régimes alimentaires, ils sont censés protéger et respecter la biodiversité et les écosystèmes, être culturellement acceptables, être économiquement équitable et accessible, donc abordable et nutritionnellement sûr et sain. Tout ça afin d'optimiser les ressources naturelles et humaines pour nos générations, mais aussi pour les générations à venir. Donc il y a un certain nombre d'autres définitions autour des définitions de l'alimentation durable qui ont pu être données. Et je vous donne un exemple ici qui est le concept de donut, qui en fait consiste à regarder les différents facteurs qui vont être liés au système alimentaire et on va définir ce qu'on appelle un plafond environnemental et un plancher social. Et donc on part du principe que l'alimentation durable, elle doit se situer à l'interface entre ce plafond social qui permet d'avoir une alimentation saine, l'égalité des sexes, l'accès à l'eau, la paix, la justice, l'éducation, etc. Donc ça, c'est le plancher. Et puis, un plafond environnemental qui va reprendre les différentes limites environnementales, c'est-à-dire que on va limiter, par exemple, l'introduction de nouvelles entités dans la biosphère, on va limiter la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore, l'utilisation de l'eau, le changement climatique, etc. Et donc, une alimentation peut être durable si elle se situe entre ces deux planchers. Donc ça, c'est une définition alternative des régimes alimentaires durables. Donc l'impact, des systèmes alimentaires, il est il est évident aujourd'hui, hein. Il y a énormément, d'équipes de recherche qui travaillent sur cette question. Donc on va avoir des impacts sur l'alimentation humaine, c'est ce que j'ai essayé de vous présenter un peu ici. Donc au travers de la qualité nutritionnelle, mais pas seulement, hein, aussi via la transformation et la formulation, notamment avec, un certain nombre de contaminants qui peuvent être, utilisés à la fois pendant la transformation des aliments, mais aussi, dans les emballages, par exemple. Et puis on va avoir, des contaminants environnementaux qui peuvent être, par exemple, les pesticides et les autres polluants qu'on va retrouver dans l'alimentation. Il y a également un impact de l'alimentation et notamment de sa production sur les écosystèmes, comme je vous l'ai présenté ici, sur les émissions de gaz à effet de serre, la consommation énergétique, la biodiversité, etc. Et puis évidemment, on va avoir un impact de l'alimentation et des systèmes alimentaires sur les systèmes socio-économiques. Donc à la fois au niveau de la production, c'est-à-dire en termes d'emploi, en termes de prix aux producteurs, en termes de respect ou non d'un commerce équitable, et puis au niveau du consommateur, avec des régimes qui doivent répondre à une accessibilité économique et surtout qui doivent essayer de limiter au maximum les inégalités d'accès, parce que les inégalités d'accès sont un facteur d'inégalité de santé ensuite. Donc quand on parle, d'alimentation durable, on peut partir des aliments et des régimes alimentaires. Donc concernant les aliments, si on essaye, de regarder, ce qui caractérise ces aliments en termes de valeur santé et de valeur environnement, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que, par exemple, la diminution des émissions de gaz à effet de serre d'un aliment n'est pas toujours en faveur de la santé du consommateur. C'est le cas notamment des produits qui vont être très sucrés ou très gras, qui sont finalement des produits qui émettent peu. Et donc ça illustre le fait qu'il peut exister des conflits, entre les différentes dimensions santé et environnement. Si on regarde ces petits graphiques-là en araignée, donc on met à droite les valeurs santé, donc ça va être les risques de mortalité totale, de maladies cardiovasculaires, de cancer colorectal, de diabète, etc. À gauche, et puis à droite, les valeurs environnement.
c'est-à-dire utilisation d'eau, acidification, émission de gaz à effet de serre, etc. Et puis, on va essayer de compléter ce petit graphique araignée pour différents types d'aliments. Donc, si on regarde, par exemple, celui qui est tout en bas à gauche, donc c'est la charcuterie, on va avoir des valeurs santé qui sont très mauvaises, on est vraiment à l'extérieur du cercle, et puis des valeurs environnement qui sont pas beaucoup mieux, avec des impacts environnementaux sur les différents indicateurs qui sont aussi très importants à l'extérieur du cercle. Si on regarde par exemple les fruits qui sont tout en haut, on va avoir des valeurs santé qui sont très faibles, c'est-à-dire que les risques pour la santé sont très faibles, donc ce sont des aliments qui sont bons pour la santé. Et puis pour l'environnement, ce sont des aliments qui sont pas trop mauvais pour l'environnement, avec un petit peu d'émissions de gaz à effet de serre et puis un petit peu aussi de consommation d'eau et d'utilisation des terres. Si on regarde les produits laitiers qui sont à gauche également, on peut voir qu'en termes de valeur santé, ils ne sont pas tout à droite, c'est-à-dire qu'ils sont relativement bons pour la santé, même si c'est un peu moins que les céréales complètes, par exemple. En revanche, ils vont avoir un impact sur l'environnement, c'est-à-dire que les points de la moitié droite du graphique vont se situer plus à l'extérieur du graphique araignée. Donc ces graphiques-là, ils ont pour objectif de montrer que les dimensions risques pour la santé et les dimensions risques pour l'environnement ne sont pas toujours totalement cohérentes. On peut avoir des aliments bons pour la santé, bons pour l'environnement, bons pour la santé, mauvais pour l'environnement, etc. Si on essaye de le représenter d'une autre façon, avec deux indicateurs, donc ici, on va avoir en ordonnée un indicateur de l'impact environnemental, et puis sur les abscisses, on va avoir le risque pour la mortalité. On voit que les aliments pour lesquels c'est cohérent, ils vont se trouver sur la bisectrice, donc on va avoir des aliments bons pour la santé, bons pour l'environnement, qui vont être tout en bas, les céréales complètes, les pommes de terre, les végétaux. Et puis ceux qui sont et mauvais pour l'environnement et mauvais pour la santé sont tout en haut à droite. Ce sont les viandes fraîches et les charcuteries. Et puis on va avoir d'autres aliments qui vont être soit en haut à gauche, soit en bas à droite. Et donc ça, c'est les aliments pour lesquels on a une contradiction. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les produits gras et sucrés, là, qui sont en bas à droite, ils sont mauvais pour la santé, mais en revanche, ils ont un impact sur l'environnement qui est relativement faible. Et à l'inverse, le poisson, il est bon pour la santé, mais il y a un impact sur l'environnement qui est important. Donc ça, c'est pour illustrer l'existence potentielle de conflits quand on raisonne au niveau alimentaire. À côté des aliments, il y a aussi le caractère quantité qui est important, avec des travaux qui ont pu montrer dans l'étude 1K2, par exemple, que les émissions de gaz à effet de serre étaient directement liées à l'apport énergétique des individus. Donc ça paraît assez intuitif, mais c'est quand même intéressant de le regarder. C'est-à-dire que dès que l'on mange, évidemment, la façon la plus simple de ne pas émettre de CO2, c'est de ne pas manger. Et donc, on voit qu'il y a une relation qui est linéaire entre les émissions de gaz à effet de serre d'un régime alimentaire et l'apport énergétique de ce même régime. Donc les calories, en fait, c'est un facteur qui est très important. Et évidemment, l'autre facteur, ça va être essentiellement la consommation de produits animaux, mais j'y reviendrai ensuite. À côté de la quantité, on peut regarder la qualité du régime alimentaire. Donc il y a un certain nombre d'études qui ont porté sur le type de régime alimentaire en lien avec les émissions de gaz à effet de serre. Donc ce que je vous ai représenté ici, c'est les émissions de gaz à effet de serre là, qui vont être en abscisse. Et puis en ordonnée, on va avoir des déclinaisons de différents régimes, donc les régimes végétaliens, méditerranéens, etc., qui vont être comparés. Et donc, on peut voir sur ce graphique que tous les régimes qui sont des régimes omnivores, ce sont les régimes en rose en haut, ont des émissions de gaz à effet de serre qui vont être bien supérieures aux régimes qui sont tout en bas. Régime végétarien, régime végétalien, etc., qui sont des régimes essentiellement basés sur des végétaux. Donc, on sait que d'ici 2050, l'augmentation des richesses va induire forcément une augmentation de ces indicateurs environnementaux. Et donc ça veut dire qu'il faut essayer de faire en sorte de réduire les impacts qui sont associés au système alimentaire. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les régimes qui sont riches en végétaux, donc pas forcément aller jusqu'au végétarisme, hein, ça peut être juste très riche en végétaux et moins riche en produits animaux, vont être moins impactants pour l'environnement.
Et donc ça a été montré notamment par l'étude de l'impact environnemental d'un certain nombre de régimes spécifiques, notamment les régimes méditerranéens, pesco-végétariens, etc. Donc, dans le cadre de la transition nutritionnelle qui est associée à la richesse, on sait qu'on va aller vers plus de viande, plus de calories vides, plus de consommation d'aliments ultra transformés, avec un impact important de l'élevage qui est bien connu. Et donc, il faut essayer de provoquer cette transition alimentaire durable pour essayer d'éviter ce renforcement de l'impact environnemental des systèmes alimentaires avec l'augmentation des richesses des pays. Alors, si on regarde les régimes, si on regarde les liens maintenant entre régime, environnement et santé, on a à gauche ici un certain nombre de régimes alimentaires avec le risque lié à un certain nombre de pathologies, donc le diabète, le cancer, les maladies coronariennes et puis toutes les causes de mortalité. On peut voir que, en général, le régime végétarien va avoir des risques inférieurs vis-à-vis du cancer, des maladies ischémiques, les maladies cardiovasculaires, et puis la mortalité totale, on est tout en bas. Sauf pour le diabète où là, on a une augmentation. Et donc ça veut dire qu'on va avoir des risques pour la santé, notamment sur les maladies cardiovasculaires, qui vont être décroissants quand on passe de végétarien à pesco-végétarien, puis à végétarien. Et donc, cette diminution de risque, en fait, elle est également observable vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que si on regarde cette fois-ci la partie droite du graphique, donc on a les émissions de gaz à effet de serre avec différentes références, soit par gramme de protéines, soit par calories, soit par portion. Mais si on regarde celui du haut, par exemple, donc par calories du régime alimentaire, on voit que ce qui compte le plus, c'est la consommation alimentaire de viande issue de l'élevage à droite, puis le poisson. Et puis ensuite, on va avoir les produits végétaux et les œufs et les produits laitiers. Et donc, ce qu'on a représenté horizontalement, c'est là où se situent les différents régimes. Donc, on a vu que les régimes végétariens avaient des risques pour la santé plus faibles. Et ben, c'est aussi ici ceux qui ont un impact sur l'environnement le plus faible. Et puis ensuite viennent le pesco-végétarien, le régime méditerranéen, et puis évidemment celui qui est le plus impactant, le régime omnivore qui consomme de la chair animale. Une autre étude a également réalisé un certain nombre de scénarios justement pour regarder les variations d'émissions de gaz à effet de serre en fonction de plein de régimes différents. Donc, ils ont regardé les régimes végétaliens, les régimes où on remplaçait de la viande de ruminants par de la viande de monogastrique sans produits laitiers, des régimes sains qui ont été optimisés, etc. Et donc, en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que on va avoir des régimes qui vont être de plus en plus riches en produits animaux quand on part du haut vers le bas. Et ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que les émissions de gaz à effet de serre vont augmenter petit à petit. C'est-à-dire que plus la part de produits animaux est importante dans un régime alimentaire et plus les émissions de gaz à effet de serre vont être importantes. Donc là, je vous parle des émissions de gaz à effet de serre, mais il y a d'autres indicateurs qui sont à prendre en compte, notamment l'occupation des terres. Donc en général, l'occupation des terres et les émissions de gaz à effet de serre vont aller un peu dans le même sens. Et puis pour les besoins en eau, ça peut varier en fonction de ce qui est consommé, notamment parce que les fruits, par exemple, sont consommateurs d'eau. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on passe à une alimentation durable? Il y a un rapport qui est sorti en 2019, qui est le régime universel, qui va être en adéquation avec les limites planétaires, qui a été mis en place par une commission, on appelle la commission Eat-Lancet, et qui a proposé un régime donc, qui va être basé sur 2500 calories par jour avec des quantités par grand groupe d'aliments. Donc ces quantités, elles sont ici, donc avec des céréales complètes qui vont être très importantes dans le régime, des produits laitiers qui sont quand même assez présents, des grandes consommations de fruits et légumes, et puis des protéines animales qui vont être relativement faibles, notamment avec très peu de viande de bœuf, de porc, un peu plus de volaille, et puis un petit peu d'œuf, du poisson, des légumineuses évidemment, des noix, et puis aussi des recommandations sur les matières grasses saturées et insaturées, avec évidemment les matières grasses insaturées qui vont être les matières grasses à
à privilégier, alors que tout ce qui va concerner les sucres ajoutés vont être à limiter. Donc ça, c'est vraiment le régime qui actuellement est considéré comme un régime durable, mais celui-ci est en cours de révision avec une nouvelle version du régime durable qui devrait sortir en 2025. Donc, les autres façons d'aller vers une alimentation durable, c'est de considérer en plus de la structure du régime alimentaire, c'est-à-dire des différents groupes alimentaires qui vont être consommés, la manière dont on les a produits. Et donc, un des leviers aussi qui peut être considéré, c'est d'essayer de moins polluer notre environnement. Et donc ça peut être fait par le développement d'un certain nombre de modes de production qui vont être plus vertueux. Donc, j'ai pris en particulier là l'exemple de l'agriculture biologique. Donc, l'agriculture biologique initiale, hein, c'est-à-dire pas une agriculture biologique industrialisée, on va dire. Et donc ça permet notamment de limiter la pollution de l'environnement. Alors, les leviers d'amélioration de la durabilité des systèmes alimentaires, je vais vous en dire quelques mots et puis c'est sur ces aspects-là que je vais terminer. Pour faire un peu un résumé de ce que je vous ai présenté là. Tout d'abord, modifier les modes de production vers des modes de production agroécologiques qui vont avoir moins d'impact sur l'eau, le sol, l'air, et cetera, hein, ce que je vous ai présenté au début, la biodiversité, et cetera. Donc pour ça, en France, on va se baser essentiellement sur des scénarios qui ont été publiés ces dernières années. Le scénario AFTER de Solagro, qui est au périmètre France, et le scénario TIFA de l'IDRI, qui est au périmètre Europe. Il faut aussi diminuer les pollutions et l'épuisement des ressources naturelles en réduisant les intrants. Évidemment, modifier les comportements alimentaires en essayant de végétaliser davantage l'alimentation, avec une diminution de la consommation des produits animaux et en particulier les produits comme la viande de ruminants. Donc ça va nécessiter pas mal de travaux pour identifier les freins et les leviers en fonction des différentes populations et évidemment de leurs caractéristiques culturelles. Et puis le dernier levier, c'est de réduire les pertes et gaspillages. Et à tout ça, il faut évidemment intégrer la dimension socio-culturelle qui est très mal estimée dans les études qui portent sur l'alimentation durable, notamment parce qu'on a un manque d'indicateurs pour savoir ce qu'est vraiment une alimentation culturellement acceptable. Notamment parce que souvent on travaille sur des groupes de population et que typiquement la dimension socioculturelle, c'est quelque chose qui est relativement individuel et donc c'est quelque chose qu'on a du mal à prendre en compte dans les modèles. Et puis aussi la dimension nutritionnelle qui est peu abordée dans les scénarios que j'ai abordés précédemment, là, AFTER et TIFA, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nutrition au sens strict du terme. Donc quand on essaye de définir des alimentations durables, un des points très importants, qui est vraiment un point saillant, c'est de vérifier que sur le plan nutritionnel, ces régimes correspondent bien aux besoins des individus et qu'ils respectent les différentes références nutritionnelles qui sont établies, notamment par les agences en fonction des pays dans lesquels nous sommes. Voilà, j'en ai terminé.